Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'économie. Je reçois Xavier Timbaud, directeur de l'Observatoire français des conjonctures économiques, le fameux OFCE, rattaché à Sciences Po Paris. Bonjour Xavier Timbaud. Bonjour. Donc les derniers chiffres de l'INSEE sont tombés mercredi 8 juillet. C'est moins pire que prévu. Visiblement, pour cette année, la chute du PIB serait plutôt de 9%, alors qu'on avait annoncé 11%, voire même, souvenez-vous, 14%. Oui, c'est effectivement moins pire que ce qu'on avait pu craindre. Bon, ça reste des chiffres quand même tout à fait spectaculaires, c'est-à-dire que moins 9%, ça reste une récession comme on n'en a jamais vu depuis qu'on mesure le PIB. Alors, ceci étant dit, malgré tout, derrière ces chiffres qui sont assez impressionnants, il y a un point qui est très important, qui est que aujourd'hui, ces moins 9%, ils sont dus à ce qui s'est passé et pas à ce qui va se passer. C'est-à-dire que ce qui est très important, c'est que en ce début du mois de juillet, on est pratiquement revenu à la normale, par exemple, en matière de consommation. Et donc ça, c'est une nouvelle assez importante, parce que ça veut dire qu'on peut anticiper que cet épisode, qui a été terrible en termes de perte d'activité, il est maintenant clos. En tout cas, s'il n'y a pas de deuxième vague et de reconfinement, il est clos et l'économie a montré une capacité à rebondir assez rapidement. Donc ça, résilience. Une certaine résilience, voilà, pour employer un mot à la mode. À la mode. Mais ça, c'est plutôt encourageant pour la suite. Voilà. Mais ça ne vous fait pas peur, ce qu'on annonce en termes de chômage, de licenciement, parfois même sec dans les entreprises? Alors si, et c'est très important, c'est-à-dire que ce qui s'est passé depuis le 17 mars, depuis qu'on a commencé le confinement, c'est un arrêt de l'économie et l'accumulation de pertes dans les comptes des entreprises. Donc ça dépend des secteurs. Il y a certains secteurs qui sont beaucoup touchés, le tourisme, tout ce qui est lié aux activités de loisirs, la restauration, etc. Mais d'autres secteurs aussi qui ont été assez durement impactés. Ça reste dans leur bilan. Alors, une partie a été absorbée par les dispositifs d'activité partielle, principalement, mais il reste des traces, et ces traces, elles vont se traduire, et elles commencent à se traduire, par des ajustements dans les comptes des entreprises et dans les effectifs des entreprises, du chômage. Derrière, qui dit du chômage, dit des pertes de revenus pour ceux qui perdent leur emploi. Et donc là, l'amorçage d'une récession plus habituelle, plus ordinaire, en quelque sorte, mais qui peut durer assez longtemps. Ce qui va être clé, c'est de savoir est-ce que ces effets-là vont être très forts et est-ce qu'ils vont être très persistants ou est-ce qu'on va arriver à les effacer assez rapidement. C'est ça qui est intéressant. Est-ce qu'ils vont être contenus? Alors, vous êtes un économiste, mais quel regard l'économiste porte-t-il sur le nouveau gouvernement français dont le ministre de l'économie a en charge la relance économique? Voilà, il y a plusieurs points effectivement qui montrent que, en tout cas en apparence, dans le gouvernement, tout est dirigé vers la question de la relance de l'économie. Donc déjà, la nomination de Castex en tant que Premier ministre, puisqu'il a orchestré le déconfinement, mais il connaît bien ce dossier. Et donc, c'est bien sa connaissance du dossier et des dispositifs qui ont été mis en place qu'il va pouvoir mettre à profit en tant que Premier ministre. Et puis, effectivement, Bruno Le Maire, à qui on a adjoint dans le titre de son ministère, qui a été étendu, qui représente l'ensemble de Bercy, on a adjoint la question de la relance. Donc, voilà, la question de la relance est au cœur de la politique du gouvernement. Il y a les leçons de la crise de 2012 et de 2008 ont été tirées. Donc, il y a aussi un plan de relance en Europe. En tout cas... donc, vous voulez dire qu'on ne va pas fermer les robinets? On va pas fermer le robinet. Un peu trop tôt. Voilà. En 2008. Et tout le monde sait qu'on a fait le bilan de ce qui s'était passé en 2008 et en 2012. Tout le monde sait ce qu'il ne faut pas faire dans ce genre de situation. Il ne faut surtout pas fermer le robinet. Il faut redonner confiance à tout le monde. Il faut essayer de minimiser au maximum les impacts de cette crise, rétablir de la confiance, rétablir des perspectives pour chacun des consommateurs, des entreprises. Et c'est ça qui permettra d'absorber au mieux cette crise. Alors, Bruno Le Maire, ministre de l'économie, n'a pas que la relance. Vous avez vu, il a également les finances. Donc, il a quasiment les coudées franches pour sa politique. C'est bien ça qu'un ministre ait l'ensemble des instruments à sa disposition, un ministre de l'économie? Oui, c'est important parce qu'il ne faut pas qu'il y ait une espèce de contradiction ou de dialectique qui s'installe entre oui, on va faire de la relance, mais attention quand même, les finances publiques, il faut y aller doucement. Il faut véritablement intégrer les deux questions. Ce qu'on sait depuis 2008 et 2012, c'est que si on ne fait pas cette relance,
en fait, la crise dure plus longtemps et les finances publiques sont plus dégradées que si on faisait la relance. Donc, voilà, l'objectif, c'est de faire la relance pour minimiser la dégradation des finances publiques. Et donc, il faut bien intégrer ces deux questions. Clairement, Xavier Timbaud, il faut être keynésien. Alors, il faut être keynésien, exactement. C'est extrêmement important dans ces moments-là. Il faut l'être, il ne faut pas douter de ça. La seule question qui va se poser, mais elle est pour dans plusieurs trimestres, voire plusieurs années, c'est de savoir comment on atterrit de tout ça. C'est-à-dire qu'il voilà, il faudra à un moment aussi reprendre une stratégie de stabilisation des finances publiques, éventuellement de réduction de la dette. On n'en est pas du tout là. Pour l'heure, l'argent coûte pas cher. Pour la France, je crois qu'elle a emprunté l'équivalent ces derniers mois d'une année, plus de 160 milliards d'euros. L'argent est pas cher. Je crois que les taux sont négatifs. Donc c'est le moment. Les taux sont nuls ou négatifs. C'est en tout cas pas un obstacle. Par exemple, entre 2008 et aujourd'hui, la dette s'est accrue pour la France de 40 points. La charge d'intérêt a baissé. Donc c'est quand même un élément très important parce que dans le court terme, et le court terme en fait c'est à l'horizon de plus de 10 ans, il n'y a pas de risque d'insoutenabilité de la dette publique grâce à ces taux d'intérêt qui sont très bas. Et donc effectivement, le fait d'avoir une dette publique qui augmente n'est pas préoccupant dans les quelques années qui viennent. Donc c'est effectivement un autre élément qui donne les coups des franches. On laisse les robinets ouverts des comptes publics, mais en même temps, vous avez vu, il plane l'idée qu'il faut diminuer les impôts sur la production des entreprises. Donc très clairement, est-ce que là c'est une bonne idée de diminuer les impôts sur tout ce qu'on appelle les impôts productifs? Alors, quand on parle de relance, après il y a... Oui, comment on l'a fait? Voilà, comment on l'a fait. Oui. Et c'est assez important comment on l'a fait parce qu'il y a un mélange entre plusieurs objectifs. Alors il y en a un qui serait de dire, bon, on avait des politiques en tête, on pense qu'elles sont importantes pour le long terme, donc autant les accélérer et profiter de cette occasion, la relance, pour pouvoir les mettre en place. Donc, typiquement la baisse des impôts à la production. Bon, il y a une autre dimension qui est aussi, quand un certain nombre de lobbies entendent le mot relance, ils se précipitent au guichet en disant moi, je suis dans une situation plus difficile que les autres, moi, je suis plus important que les autres, et donc il faut diriger la relance vers moi. Et puis après, il y a quand même un critère d'efficacité. C'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement parce qu'on remplit des agendas, où on accélère des agendas qui étaient déjà présents, ou qu'on répond à des demandes qui sont très pressantes, qu'on est efficace. Pour être efficace, il faut aller déverser l'argent là où il est nécessaire. Un exemple, on sait qu'une grande partie de la récession qui peut se produire en septembre, elle va venir de la situation des entreprises qui ont subi le plus durement la crise du Covid dans leur bilan, parce que le chômage partiel n'a pas été suffisant. C'est là qu'il faut aller mettre l'argent. D'accord. Quand on baisse les impôts à la production, on va les baisser pour des entreprises qui n'en ont pas forcément besoin. Vous voyez, les supermarchés ont plutôt bien fonctionné pendant la crise du Covid. Ils ne sont pas dans une situation difficile aujourd'hui. Si on baisse les impôts à la production, on va les baisser aussi pour les supermarchés. Exact. Donc, ça veut dire qu'il y a un peu d'argent ou même beaucoup d'argent qui risque de partir un petit peu comme l'eau dans le sable, sans être très efficace. Voilà. Donc, vous l'avez dit, il faut être keynésien dans cette période difficile. Keynésien à Paris, keynésien aussi à Bruxelles. Donc, il faut coordonner les politiques de relance avec les 750 milliards d'euros pour l'instant prévus sur des plans. Là, il y a aussi une logique. La principale logique venant de Bruxelles, c'est de ne pas être un frein à une éventuelle relance ou à une relance en France. Voilà, c'est la suspension de ce qu'on appelle le pacte de stabilité de croissance. Et Bruxelles joue le rôle d'un surveillant ou d'un gendarme en matière de finances publiques. Et donc Bruxelles, ça a été très fort par exemple pendant la crise de 2008 et en particulier celle de 2012. Bruxelles dit là, vos finances publiques sont pas satisfaisantes, il faut réduire votre déficit public, il faut plutôt augmenter vos impôts, réduire vos dépenses, et en insistant de plus en plus avec un certain nombre d'instruments qui permettent d'appuyer le message de façon assez forte. Bon, déjà, voilà, le premier point, c'est que Bruxelles dit non. On va même faire le contraire, c'est qu'on va faire jouer la solidarité entre les États européens pour que les taux d'intérêt que payent l'Italie, l'Espagne, la France soient le plus bas possible. Et ça, c'est extrêmement important parce que voilà, ça permet d'acheter du temps et le temps, il va être essentiel. Alors ensuite, Bruxelles va accompagner par un certain nombre de plans pour favoriser cette relance. C'est un moyen aussi de pousser une certaine conception de la Commission européenne
qui va dépasser son rôle de gendarme pour être un peu plus présent dans la vie économique. Par exemple, essayer d'amorcer, il n'y a pas que les impôts à la production en fait, qui sont sur les agendas, mais en particulier la transition environnementale, et de dire, à l'occasion de cette relance, c'est le moment d'installer des... Sacré pivotement de nos amis allemands. Sacré pivotement de nos amis allemands. Et Schäuble, aujourd'hui Merkel, sacré pivotement quand même. Oui, et les différentes crises qu'on a traversées au cours des 10 dernières années aident à se rendre compte de ça. Alors, il y a aussi un autre élément qui a beaucoup changé. C'est quoi? C'est le contexte international et géopolitique. Voilà, les États-Unis sont pas sous contrôle. La Chine a des stratégies qui sont à son profit. Un peu plus sous contrôle, un peu plus lisible en tout cas, mais en tout cas des stratégies qui sont dans son intérêt. Donc ce que ça veut dire, c'est que l'Allemagne, si elle veut peser, elle a besoin d'être insérée dans l'Europe, de faire converger ses intérêts avec ceux de l'Europe, d'avoir une Europe plutôt solide. Et qui dit une Europe solide, dit une Europe solidaire en fait. Donc voilà, je pense que le monde est plus clair aujourd'hui de ce point de vue-là. Il y a 10 ans, l'Allemagne pouvait se dire ça va, on est dans un monde qui est bien régulé et il n'y a pas besoin de s'encombrer avec cette Europe qui nous ennuie et on peut s'en remettre à la régulation du monde. La régulation du monde, elle est par terre aujourd'hui et donc l'Europe... Voilà, c'est devenu... Ça va être facile, dernière question, d'entraîner les pays frugaux, Autriche, Danemark, Pays-Bas, Suède? Ça va pas être facile, mais c'est beaucoup plus facile quand les Allemands ne sont plus dans ce camp-là et quand les Anglais ne sont plus là pour aussi amener leur petit grain de sable dans ces mécaniques-là. Donc leur pouvoir aux frugaux, en fait, il est un peu limité à leur taille et ils sont de petite taille. Et donc, voilà, leur voix contraint, en tout cas, parce qu'il faut écouter tout le monde et parce qu'ils ont des choses à dire qui ne sont pas forcément inutiles, mais... Merci beaucoup Xavier Timbaud pour vos réponses. L'invité de l'économie, eh bien, c'est terminé, mais évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com. Au revoir. La Nouvelle-Orléans, Bâton Rouge, Lafayette, les principales villes de la Louisiane. C'est au XVIIIe siècle, un territoire français gigantesque qui s'étend des Grands Lacs jusqu'au golfe du Mexique. Mais les guerres le réduisent petit à petit. Les habitants du Nord immigrent vers la Louisiane. On les appelle les Cajuns. Ils parlent le français, mais pas pour longtemps. En 1921, la langue est interdite. Ce n'est qu'en 1964 qu'elle est de nouveau autorisée. Et depuis lors, les Cajuns tentent de faire perdurer leur langue et leur tradition séculaire. Les Louisianais se voient comme un peuple, citoyen des États-Unis, mais dépositaire d'une identité qu'ils promettent de défendre à tout prix. Entre tradition et résistance, billets retour en pays cajun, c'est cette semaine sur France 24.